Merci beaucoup. Merci de cette gentille invitation. Donc, effectivement, je vais essayer de vous dresser rapidement un panorama de mon point de vue de ce qui pourrait être l'utilisation de ces nouvelles technologies, alors principalement pour la santé et peut-être plus largement à la fin sur le bien-être des vaches laitières. Alors, très rapidement, de toute façon, ce qui a été brossé ce matin me permet de gagner du temps sur cette introduction. Il y a globalement quatre grandes indications, si on voulait synthétiser, pour lesquelles on peut utiliser des différents outils connectés. La surveillance ou la distraction, ça c'est peut-être plutôt pour les animaux de compagnie, pour celles et ceux qui en ont, mais la surveillance avec les caméras bien évidemment, localisation des animaux, on vient d'en parler, pilotage de l'alimentation, Michel en a parlé de façon très précise, et puis la mesure des paramètres biologiques et comportementaux. Donc on pourrait croire que pour le pilotage de la santé, c'est surtout ce quatrième item, mais en fait les outils qui ont été développés au départ pour d'autres indications, je pense notamment à la surveillance et aux caméras, on va voir ensemble que ça peut présenter un grand intérêt pour la santé et pour le bien-être des animaux. Alors, quand on parle d'équipement concernant les bovins, moi, comme tu l'as dit en introduction, je suis plutôt spécialiste des bovins. On peut se baser sur cette enquête qui a été remise à jour très récemment et d'ailleurs dans l'ensemble des espèces. Là, j'ai pris une infographie donc issue d'une étude de l'Institut de l'élevage qui visait à décrire quel était à la fois le taux d'équipement et la nature des équipements disponibles dans les élevages bovins. Donc, comme vous pouvez voir, finalement, et c'est plutôt logique, hein, on retrouve tout un tas de choses relatives aux bâtiments, à la traite, à l'automatisation de certaines tâches. Je pense que c'est les premières choses, en tout cas par lesquelles l'automatisation et les outils connectés de précision, enfin l'élevage de précision sont rentrés dans les élevages. Mais comme vous pouvez le voir en haut à gauche, on a plus d'une vache sur deux qui dispose sur elle d'un capteur embarqué, donc ce qu'on peut appeler le monitoring animal. Et quand on parle de monitoring de la traite, bah, finalement, même si ce n'est pas embarqué sur l'animal, l'idée est quand même bien d'analyser le lait, notamment le lait individuel, hein, comme Marine a pu en parler en introduction. Donc au final, quand on cumule la totalité de ces informations, que ce soit les robots de traite ou les capteurs embarqués sur les animaux, aujourd'hui, on peut considérer qu'on a presque deux tiers, voire trois quarts des bovins laitiers en France qui disposent au moins à un moment donné d'une information issue d'un outil. Et quand on regarde le panorama des outils, donc ça, c'est une synthèse qu'on avait fait justement avec les collègues de VetIntech pour essayer de synthétiser l'ensemble des outils qui étaient disponibles. Donc aujourd'hui, j'allais dire, quitte à être caricatural, il n'y a pas grande partie de la vache qu'on ne pourrait pas équiper de différentes manières que ce soit à l'extérieur de la vache par des colliers qui enregistrent l'activité, la rumination, des boucles également, des capteurs disposés sur la queue pour détecter les vélages. Mais on peut également, j'allais dire, envahir l'intérieur de l'animal avec des dispositifs qui sont plus ou moins invasifs. On peut poser par exemple dans le vagin, encore une fois pour détecter les vélages, qu'on peut faire avaler aux bovins pour mesurer leur température, par exemple rumen. Et puis on peut également équiper non pas l'animal mais son environnement de façon à le piloter, enfin à le mesurer, à l'identifier pour le localiser, à reconstituer sa note d'état corporel ou à le suivre à l'aide de caméras. Donc il y a vraiment tout un tas d'outils disponibles aujourd'hui. Et finalement, moi, ce que je vais essayer de voir avec vous, c'est de voir comment finalement beaucoup de ces outils qui avaient été enfin, initialement beaucoup développés pour le pilotage et la reproduction principalement, détection des chaleurs, basées notamment sur activité et rumination, ont été, j'allais dire, un peu détournés ou améliorés de leur utilisation initiale pour aller vers de la santé, en plus, bien évidemment, d'outils qui, eux, sont spécifiquement dédiés à la santé. Alors, pour vous expliquer comment nous, ben, on apprend à travailler à nos étudiants et un vétérinaire, finalement, quand il est face à un trouble et un cas de santé, comment est-ce qu'il pratique? Donc, on a une vache malade et en fait, on va confronter ce qu'on perçoit à l'aide de notre examen clinique à ce que l'on sait ou ce qu'on est censé savoir. Donc, en gros, les connaissances. Quand on va confronter le su au perçu, ça va nous permettre d'élaborer un diagnostic. Parfois, il nous reste un degré d'incertitude parce qu'on n'a pas assez d'informations ou parce que l'animal n'exprime pas la maladie comme dans les livres. Ils sont coquins parfois avec nous. Et donc, quand on a cette incertitude, on a recours parfois, pas toujours, mais parfois à des examens complémentaires. Et ces examens complémentaires, ils peuvent être interprétés de façon différente selon qu'on est à l'échelle d'un individu ou à l'échelle d'une population. C'est des notions qui doivent parler à certains d'entre vous. On appelle ça des valeurs prédictives positives et négatives, hein. Donc, quand les fréquences des maladies varient au sein d'une population, ça influence bien évidemment l'interprétation de ces tests-là. On y rajoute l'expérience à la fois de l'éleveur, du praticien, et tout ça, ça doit nous permettre d'élaborer un pronostic ou en tout cas d'essayer d'arriver au statut vrai le plus possible. Et finalement, ces outils de monitoring, je vais essayer de vous le montrer, en tout cas je l'espère, ils peuvent permettre d'aboutir à améliorer à la fois ce que l'on sait des animaux, ce que l'on perçoit des animaux, mais également permettre d'améliorer l'incertitude ou en tout cas d'aller vers plus de certitude.
Et puis, faut pas se le cacher, hein, on a, je pense, des révolutions qui sont en marche comme celle-ci, hein, notamment avec de l'identification d'animal, avec de la computer vision, etc. Donc ça, c'est les résultats de travaux qu'on est en train de mener avec une start-up nantaise qui s'appelle Ayer, mais bon, il pourrait y en avoir d'autres sur le marché. Et donc, en fait, on se rend bien compte que on a quand même une mouvance, hein, on sent quand même une tendance vers de moins en moins d'équipements sur les animaux pour aller plutôt vers de l'équipement autour des animaux et sur le bâtiment, pour plein de raisons sur lesquelles on pourrait revenir. Alors du coup, je vous disais, quel est l'apport en santé pour nous? Bah, d'abord, ça va nous donner accès, tous ces outils, à des grandeurs qui étaient non mesurables avant ou de façon beaucoup plus rugueuse, j'allais dire. On demandait à l'éleveur quelle était sa perception sur l'activité de l'animal. Bah, là, vous voyez une capture d'écran d'un outil, donc le Sense Hub, qui permet de mesurer activité et rumination. Ça peut nous permettre également sur une période de plus de 3 semaines à 4 semaines d'avoir un retour, une anticipation, enfin en tout cas d'avoir une antériorité, pardon, sur l'ensemble de ces signaux-là. Et puis la rumination, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ausculter sur une période de 5 minutes. Là, on peut avoir carrément le nombre de minutes que l'animal rumine par jour. Et pareil, d'avoir une idée également si cette diminution, comme vous pouvez le voir ici, elle est brutale ou au contraire si elle est progressive. Donc avant, on n'avait pas du tout accès à ces mesures-là. Et quelque part, bah, ça peut nous permettre de faire en sorte que ce qu'on appelle le subclinique, ce qu'on ne peut pas détecter au moment de l'examen clinique, finalement, redevient clinique et nous permet d'améliorer notre examen de l'animal. On a également la disponibilité avec ces outils-là de mesure qui étaient non disponibles avant ou en tout cas de façon beaucoup plus invasive. Hein, donc là où on a tous conscience que les animaux fistulisés pour l'accès aux rumens et notamment les mesures de pH ruminal, on va dire ça a plus le vent en poupe. Hein, c'est quelque chose qui va vers un abandon total. Et donc aujourd'hui, on a des bolus qui peuvent être disposés dans le rumen du bovin et qui peuvent nous donner pendant une période de 3 mois accès au pH ruminal. Donc, quelque part, c'est quelque chose qui permet de réduire des pratiques qui étaient aujourd'hui beaucoup, beaucoup remises en cause. Donc, finalement, ça nous permet de raffiner. Ça nous permet également d'envisager des mesures qui aujourd'hui ne sont pas disponibles, comme par exemple d'avoir des couloirs avec des mesures de tapis de pression qui permettent de reconnaître si un animal soulage ou non son appui sur un membre pour détecter les boiteries. Alors aujourd'hui, on sait faire par l'observation des animaux, sauf que l'observation des animaux, quand on est tout seul dans un troupeau de 80-120 vaches, c'est pas facile de savoir si on mesure pas la même vache 2 fois. Et puis au moment lorsqu'on les détache, voilà, elles peuvent être entre guillemets un peu engourdies, se faire bousculer. Enfin, l'observation au quotidien n'est pas simple. Et finalement, ces outils-là permettent d'envisager des mesures bien plus fines et surtout en continu. Une autre mesure qui était mesurable avant, mais que désormais on peut avoir en continu, un autre exemple de ces outils, c'est la température. Alors, on a plusieurs dispositifs qui peuvent être posés sur les animaux, des thermochips, des puces sous-cutanées d'ailleurs, qui existent dans d'autres espèces, des dispositifs intravaginaux, intraruminaux, qui peuvent nous permettre de mesurer la température en continu. Et de ce point de vue-là, je pense que le gros intérêt, c'est ce que je vais vous montrer sur cette diapositive-là, c'est que ces dispositifs-là, le plus souvent, ils vont déclencher des alertes, non pas à partir du moment où l'animal est au-dessus d'une valeur identique à un seuil qui serait identique pour tout le monde, mais bien une déviation par rapport à sa ligne de base. Si on prend par exemple l'aliment, si je vous mets devant vous une assiette, on va tous la manger, mais à une vitesse différente. Et ce qui nous intéresse, c'est pas si on la mange en plus ou moins de 3 minutes, mais si on la mange plus ou moins vite par rapport à d'habitude. Et ces outils-là, pour ça, ils sont extrêmement importants. Et quand on regarde non seulement la variabilité au sein d'une journée ou à travers plusieurs jours de même bovin, équipés par contre avec des dispositifs à différents endroits. Donc vous voyez là, c'est des animaux qui ont été équipés pour mesurer la température, soit dans l'oreille, soit par voie rectale, mesure par voie rectale, soit par des bolus au niveau du rumen. Donc vous voyez déjà qu'en fonction de où on mesure, bah, finalement la donnée donnée n'est pas exactement la même. Nous, on a bien conscience de ça. Entre prendre sa température par voie rectale ou la prendre sous l'aisselle, ce n'est pas la même valeur qui va être donnée, première chose. Mais on voit également que ces températures varient au cours du temps d'une même journée, graphique de gauche, et également d'un jour à l'autre, graphique de droite. Donc pour moi, ces outils-là, ils permettent vraiment de revisiter les choses et de bien considérer que ce qui doit être une anomalie, ça n'est pas une valeur au-dessus ou en dessous d'une valeur identique pour tous, mais bien par rapport à une valeur de base qui est celle propre à l'individu. Permet également d'avoir accès à des mesures dont on n'avait pas accès avant, en tout cas des algorithmes aujourd'hui qui proposent de détecter des situations de stress thermique, basées à la fois sur la combinaison d'une modification de l'ingestion, de la rumination, mais également de l'essoufflement. Lorsque l'animal s'essouffle comme ça, ou en tout cas une augmentation de sa fréquence respiratoire, c'est quelque chose qui peut être perçu, notamment par les accéléromètres 3D qui sont disposés sur le cou des bovins. Donc là encore, ça permet vraiment un champ de possibles presque infini.
Et puis, par rapport à des réponses nouvelles à des questions anciennes, ces outils-là permettent aussi d'avoir des opportunités, comme par exemple la connaissance de la durée ou de la chronicité, qui pour nous est extrêmement important en vue d'émettre un pronostic pour savoir si on a des chances ou pas de traiter l'animal. Et là encore, lorsque vous regardez sur ce graphique-là la rumination et l'activité de ce bovin-là, bah, vous voyez que finalement, c'est un animal qui a à la fois une grande variabilité et puis finalement des pics qui se répètent. Et donc, on interpréterait ça, nous, en termes de pronostic, probablement différemment d'un animal qui présenterait une diminution tout à fait progressive ou uniquement une seule fois. Donc, la durée, la chronicité, ça, c'est des choses dont on avait difficilement les données avant, en tout cas en bovin, et qui aujourd'hui semblent possibles. Et puis, dernière chose, ça peut nous permettre également de savoir si, à l'instant où on examine un animal, d'autres animaux souffrent. Donc là, ce que je vous présente ici, c'est la variabilité de la rumination au cours du temps, non pas pour un animal, mais à l'échelle du troupeau. Et donc, quand vous regardez la zone qui est cerclée en bleu, on voit bien que dans l'élevage, à ce moment-là, la diminution, si tant est qu'on ait été appelé pour un animal, elle ne concernait pas un animal, mais bien plusieurs. Et donc, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure et le fait que la fréquence de la maladie pouvait influencer l'interprétation qu'on aurait de certains examens complémentaires, bien finalement, savoir qu'à un instant T, le phénomène qui est sous nos yeux ne concerne pas un animal, mais plusieurs, c'est bien évidemment extrêmement intéressant. Et puis, au-delà de la santé, bah, on a bien évidemment le bien-être animal. Je vais passer rapidement parce que toutes ces choses-là ont été parfaitement amenées juste par les présentations précédentes. On mesure de l'activité, de la rumination, de la localisation des animaux. On est capable de dire s'ils sont debout, couchés, en train de ruminer, sur la table d'alimentation, à l'abreuvoir. S'ils expriment certains comportements, on est donc en mesure, à la fin de la journée ou à un pas de temps donné, peu importe, de reconstituer son budget temps. Et donc, c'est probablement aujourd'hui une des meilleures façons d'apprécier, en tout cas, si ce n'est la qualité du bien-être animal, en tout cas sa dynamique au cours du temps. Par contre, quelque chose qui me semble important d'adresser avec ces outils-là, c'est qu'on a une absence totale de cadre réglementaire. Si on est sur une spécialité pharmaceutique, on a une autorisation de mise sur le marché. Si on a un dispositif, ce qu'on appelle un dispositif médical en humaine, ça doit passer par les fourches codines de l'ANSM, l'Agence nationale pour la sécurité de ces dispositifs médicaux. Et pour les outils de monitoring chez les bovins, on n'a aucun cadre. Alors, il existe peut-être une exception pour le robot de traite, dans la mesure où il doit être en mesure de détecter du lait qui serait impropre à la consommation, mais en pratique, les performances demandées ne sont pas atteintes. Donc, en fait, on peut quand même se poser la question éthique de pouvoir commercialiser du jour au lendemain des outils sans qu'on ait de cadre défini ni standardisé pour la mesure de leur efficacité ou même de leur innocuité. Et puis, dernière chose peut-être, avant de finir sur l'utilisation, nous, qu'on en fait au quotidien, c'est de se dire que lorsqu'on a une mesure, par exemple ici la température, en fait, il faut vraiment savoir dans quel contexte on la place. On nous demande souvent, est-ce que la mesure de température, c'est quelque chose d'intéressant? Bah, nous, on répond, ça dépend sur qui et pourquoi. Si on prend l'exemple des jeunes bovins, des taurillons, vis-à-vis des troubles respiratoires, qui sont 80 à 90% des troubles dont souffrent ces animaux, la mesure de la température, c'est vraiment une super mesure. Pourquoi? Parce qu'elle est très précoce dans l'arrivée de cette maladie. Les troubles chez les bovins, les taurillons en termes de matière respiratoire, c'est très concentré dans le temps. Voilà, donc ce qui fait qu'une anomalie de température à un moment donné aura probablement une très bonne valeur prédictive positive sur le fait qu'on est à la fois sur des troubles respiratoires et qui risquent de concerner beaucoup de gens, enfin beaucoup de gens, beaucoup de taurillons en tout cas. Donc c'est très, très pertinent. Par contre, si on s'intéresse plutôt aux vaches laitières, là, c'est des résultats qu'on avait menés avec une de nos collègues, Nathalie Barret, et des collègues de l'Institut, dans une ferme expérimentale pour voir quel était l'intérêt de cette mesure de température vis-à-vis des troubles de santé détectés par l'œil humain. Vous voyez, on en avait détecté à peu près 90 sur une période, et celle qui était générée par une alerte du bolus et le croisement, vous voyez que finalement, on a uniquement 20 sur 88 des troubles de santé qui avaient été détectés par le thermobolus. Pour quelle raison? Parce que chez les vaches laitières, la majeure partie des maladies n'entraînent pas d'hyperthermie, en fait. Et puis, à un jour donné, autant on peut avoir 80% d'un lot de taurillon qui souffre de troubles respiratoires, autant on a rarement 80% de vaches laitières malades d'une maladie qui va faire de la fièvre à un jour donné. Donc la température, pour détecter les troubles respiratoires chez les taurillons, oui. Pour détecter les maladies chez les bovins laitiers, sans doute que non. Donc en fait, c'est bien un outil dans un type de production pour une indication donnée. Et puis, dernière chose, je vous parlais de l'innocuité, juste pour vous donner un exemple de dispositif ici qui partait d'une bonne intention, qui était de détecter les dystocies, donc les vélages compliqués. C'est un dispositif qui avait été développé en Autriche. Et donc, en fait, des collègues ont essayé d'évaluer ça. Ils se sont rendus compte que les vaches qui avaient été équipées avaient finalement présenté plus de dystocies. Pourquoi? Parce que le dispositif devait être déposé dans le vagin de façon à détecter les pressions du veau.
Voilà. Et en fait, cela avait plutôt fait surréagir la vache avec ce qu'on appelle une sténose au niveau de ce vestibule vaginal qui avait entraîné plus de dystocie. Donc, c'est pour ça qu'il est extrêmement important de toujours avoir des données sur l'innocuité. Alors en pratique, et puis je finirai par ça, comment est-ce que nous, on peut l'utiliser? Ben, j'allais dire que ces données-là, elles peuvent être dans la dynamique d'une visite à trois étapes. Soit elles peuvent déclencher la visite, donc il y a une alarme, soit l'éleveur examine le bovin, il ne voit rien, il peut considérer que c'est une fausse alerte, mais auquel cas, s'il finit par nous appeler après, il faudra quand même l'intégrer. Soit l'éleveur examine le bovin, identifie clairement un signe, je sais pas, des signes de mamite, de boiterie ou autre. Dans ces cas-là, nous, ça veut dire qu'en tant que vétérinaire, pour donner la possibilité à l'éleveur de traiter sans forcément que nous, on se déplace, on peut intégrer ça dans ce qu'on appelle des protocoles de soins, hein, donc à l'issue d'un bilan sanitaire. Et puis, l'éleveur peut également examiner le bovin, ne rien détecter et se dire que la vache est quand même malade et nous appeler, auquel cas, bien évidemment, la nature de cette alerte, ça nous permettra d'améliorer notre examen clinique, soit parce que l'éleveur nous donnera accès à cette donnée, soit parce qu'on ira la chercher. Deuxième chose, la donnée, elle peut bien évidemment accompagner la visite une fois qu'on est sur place. Comme je vous le disais, ça peut nous donner accès à des mesures non mesurables autrement, l'activité, la rumination, avoir une idée de l'intensité, de la chronicité. Donc là, j'ai juste fait la reprise de copie d'écran que je vous avais donnée tout à l'heure, à la fois par exemple sur la mesure du pH ruminal ou sur la chronicité ou l'intensité des modifications. Et puis surtout, lorsqu'on fait une visite, eh bien, c'est ne pas se cantonner à l'animal en alerte, comme je vous disais, parce qu'on peut avoir très bien des sorties comme celle-ci qui nous permettent d'identifier le nombre d'animaux qui auraient des alertes santé à un jour donné. Alors, soit on est dans le cadre de suivi régulier, ça peut nous permettre de conseiller à l'éleveur ou que l'éleveur de lui-même rajoute des animaux à la liste de ceux qui devaient être suivis. Et je pense que finalement, dans des troupeaux aujourd'hui où la taille grandit, mais où le nombre de personnes qui s'en occupent, eux, est plutôt stable, voire en diminution, ça peut permettre finalement d'identifier des animaux dans le groupe qui devraient bénéficier ce jour-là d'une attention plus particulière, sous l'hypothèse que les autres finalement vivent leur vie normale et ne sortent pas de leurs normes, de normalité qui leur sont propres. Donc pour moi, il y a un réel intérêt à identifier la liste des animaux qui, de façon prioritaire, devraient faire l'objet d'une attention plus particulière. Et puis, dernière chose, c'est une donnée qui fait suite à la visite, quelque chose qui manque souvent quand on est vétérinaire, c'est savoir si ce qu'on fait est suivi d'efficacité. Alors, on fait l'hypothèse que quand on n'est pas rappelé, c'est que les choses vont bien, mais bon, en l'occurrence, autant le vérifier. Et donc, finalement, ça peut permettre au vétérinaire d'accéder à distance aux données propres à l'animal qu'il vient de traiter, de façon à voir si, comme vous le voyez là sur le schéma, suite à l'appel, eh bien, finalement, est-ce que la rumination et l'activité reprennent? Donc là, on n'est pas en jour, on est en heure en dessous, hein, et de façon à savoir si la thérapeutique, entre guillemets, est couronnée de succès ou pas. Et j'allais dire que ça peut nous permettre également de produire des données, des connaissances beaucoup plus fines sur les taux de succès de différents protocoles de traitement. Donc au final, pour moi, tous ces outils-là, qu'est-ce qu'ils peuvent nous permettre d'améliorer ce que l'on peut percevoir, parce que ça sera plus complet, ça sera plus fin. Ça peut également ouvrir la possibilité d'examen à distance, hein, notamment dans des zones qui seraient des déserts médicaux. On peut envisager des choses de type téléconsultation ou télésurveillance, améliorer l'observance également. Ça peut et ça doit même, je pense, nous inciter à réviser les normes et à considérer que c'est bien une déviation par rapport à sa normalité plutôt qu'à une seule normalité qui est important. Et puis nous renseigner mieux sur les séquences d'apparition, quel est le signe le plus précoce. Ça peut nous permettre d'éviter et d'économiser des actes qui peuvent être invasifs ou douloureux, voire coûteux pour l'animal, mais surtout en termes de bien-être animal. D'estimer en temps réel, j'allais dire, la prévalence ou en tout cas l'existence d'autres animaux qui souffriraient de maladies plutôt similaires, de façon à orienter à la fois le choix des examens complémentaires, mais également leur interprétation. Après, comme pour tout, il y a bien évidemment des limites à l'usage. Je pense que c'est nécessaire que les conseillers, les vétérinaires, les intervenants en matière de santé animale connaissent ces outils, ce qu'ils mesurent exactement et ce qu'ils ne mesurent pas. Voilà, qu'ils aient bien conscience, ou en tout cas qu'ils demandent autant que possible des informations sur l'efficacité et l'innocuité de ces outils-là. Et on peut également se poser des questions sur l'éthique liée à tous ces outils pour savoir s'il ne peut pas y avoir parfois des limites à l'équipement des animaux. Voilà, donc tout ce que je peux vous dire. Je vous remercie de votre attention et puis je serai heureux de répondre à vos questions et n'hésitez pas à me contacter à cette adresse mail si vous avez des questions supplémentaires. Merci beaucoup, Raphaël. C'était très riche aussi en informations. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet.
On a deux petites questions dans le chat. On peut peut-être y répondre Hmm. rapidement. Existe-t-il des outils de monitoring des paramètres sanguins sans piqûre, comme il en existe en santé humaine, par exemple dans le contrôle de la glycémie? Oui, alors il en existe chez le chat des capteurs de glycémie connectés, mais à ma connaissance, on n'en a pas encore sur les bovins. Il y a eu des essais qui ont été faits par une entreprise qui s'appelle Graphéal pour de la détection notamment de progestérone, en vue notamment de diagnostic de gestation, mais chez les bovins, en tout cas, on n'en a pas encore, mais c'est des dispositifs qui se développent chez les animaux de compagnie, oui. D'accord. Et donc, une autre question, dans les exemples, les capteurs outils marchent bien pour des variations assez importantes du paramètre cible et donc sont donc applicables dans un cadre de santé. Mais les variations plus fines peuvent être problématiques à détecter et à interpréter. Et ce qui est sans doute plus important dans le cadre du bien-être animal, notamment si on s'intéresse au bien-être animal positif. Donc, Mhm. est-ce que, quel est Oui, votre alors avis en fait, là-dessus? ces outils-là, ils permettent de détecter ce qu'on veut. En fait, tout dépend ce que l'on souhaite vouloir détecter. Est-ce qu'on souhaite vouloir détecter des modifications qui sont faibles ou des modifications qui sont fortes? Ça, effectivement, ça fait partie, j'allais dire, des questionnements éthiques de savoir qui est à l'origine de ces algorithmes quelque part et comment sont définies ces alertes. Mais en fait, il est tout à fait possible d'analyser en continu et de vouloir détecter, en tout cas de créer des alertes à partir du moment où les modifications sont très fines. Mais je pense que ça nécessite avant de vraiment produire des connaissances pour savoir finalement qu'est-ce qui est l'état normal, à la fois en termes d'émotions positives, de bien-être, de santé, et de savoir finalement quel est enfin, en tout cas de s'accorder sur ce qu'on considère être une plage de normalité, ou en tout cas une plage qui n'est pas de l'anormalité.